Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, mon invité, c'est Dedo. C'est moi. Dedo, je t'ai invité combien de fois dans l'émission? 1087. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, rien que pour toi, je t'ai mis un jean noir. Oh. Attention au micro qui fait. Ouais, je sais. Voilà. D'abord, je fais le sommaire. T'es au Ouais, courant, d'accord, et après, ouais, on je parle connais de tous toi. les trucs. Voilà. Tu lis quoi? Tu lis tes fiches? C'est ça. Bah, tu peux le faire peut-être. Ah, non, tu peux plus le faire. Non, ça allait trop vite. La critique du jeu, c'est. Non, non. Si, la critique du jeu, c'est Life is Ah oui, Strange. putain, c'est bon, je l'ai, ouais. Épisode 1. Ouais. Ensuite, il y a. Le pourquoi on est là. Ouais. Et ensuite, nous avons. Mélamicile, non parce que j'ai le rond vert en fait qui me Métalmicile et nique les yeux. Plastic Gun. Ouais. Et le mot de saison, mais on dit pas le mot parce qu'on m'a dit que ça peut peut-être changer, donc on ne le dit pas. D'accord, on dit pas que c'est Ono. Ok. Très bien, mais on commence avec. Les news. Ouais. About the cursed mummy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad, Amumu was his name. Alors que la nouvelle saison vient de commencer et que l'auteur de cette news entame ses matchs de placement, Riot dédie cette semaine à Amumu, la petite momie solitaire de League of Legends. À cette occasion, le studio vient de publier The Curse of the Sad Mummy, un clip musical un peu burtonien dans l'âme, retraçant l'histoire du Yordle mort-vivant. Riot a aussi profité du passage à la saison 5 pour mettre en accès libre le premier album des musiques du jeu. Une initiative généreuse qui nous permet de terminer cette news sur Get Jinxed, le thème de l'ADC le plus cool et le plus classe de LoL. Imaginez, vous arrivez à l'hôtel, après vous être assuré d'avoir bien réservé comme il se doit votre chambre, et là, mauvaise surprise, l'hôtel de manière pas très élégante a fait du surbooking. Ce n'est pas une personne en plus qui a réservé la même chambre que vous, mais bien 3 autres clients. Quelle est la manière la plus civilisée de régler ce petit problème? Démanteler ledit hôtel pour se balancer le mobilier à la figure et voir qui aura le droit de dormir dans un lit ce soir. Du moins, c'est la réponse que propose le studio néerlandais Lionhead Games dans Check-in Knockout, son premier jeu. La particularité vient ici du fait que les joueurs arracheront littéralement des bouts de la dite arène pour s'en servir comme projectiles à lancer sur leurs adversaires. Les niveaux se rétrécissent donc au fur et à mesure du démantèlement des différents étages de l'hôtel. Check-in Knockout est un jeu au fun qui semble immédiat, à un rythme intense, pour ne pas dire hystérique, conçu pour que les parties s'enchaînent très vite. Doté en plus d'un côté pixel art et d'une musique chiptune 8 bits endiablée, la recette semble efficace. Il sera possible de réserver sa chambre dans le courant de l'année 2015 sur différentes plateformes, pas encore tout annoncées. Il y a peu de choses en ce bas monde dont on peut être certain. La gravité et la certitude que les chocolatines sont meilleures que les pains au chocolat. Au niveau de la gravité, cet élément semble avoir inspiré l'équipe d'Ivy Games pour leur nouveau jeu. Pour les chocolatines, c'est moins sûr, mais là n'est pas la question. Dans Gravity Ghost, le joueur contrôle Yona, un fantôme à la recherche de son meilleur ami, un renard tout aussi spectral, dans l'immensité de l'univers. Elle devra donc se propulser dans le vide galactique en se servant de la gravité des planètes pour arriver à rassembler les morceaux de sa galaxie éclatée. Elle aura aussi à relever les défis que lui proposent les 7 gardiens magiques de l'univers. Dans ce jeu, disponible sur Mac et Windows depuis le 26 janvier, on ne peut pas mourir, on ne peut pas vraiment se tromper, et il n'y a personne à trucider pour une fois. Il faudra juste arriver à reconstruire l'histoire proposée tout au long de scènes cachées dans ce vaste univers, racontées par des comédiens ayant déjà prêté leur voix pour Borderlands 2 ou Gone Home. La musique, elle, est composée par Ben Prunty, qui a déjà officié sur Faster Than Light. La direction artistique est à la limite du surréalisme, le contraste se faisant entre le vide spatial et des planètes aux habitants des plus colorés. À n'en pas douter, plus qu'une simulation physique scientifiquement plausible, l'idée est plutôt ici de profiter de la poésie du récit et de se laisser porter par l'exploration. Donc Dedo, Dedo, humoriste.
Oui. Dedo. Il fait de la cuisine aussi. Il fait de la cuisine aussi. Ouais, ça. Dedo, tu fais aussi des démonstrations pour des shampoings parce que quand même, t'es quand même. C'est vrai que je pourrais être une égérie d'une marque célèbre. Ah, moi je pense que t'es de dos comme ça. Ouais. Et les gens ils font oh machin, ils Avec me un voient vrai- suave. ouais. Et tu te retournes et tu fais. Pas toujours. Ouais, tu vois, là, ça c'est marche bien, un truc, ça ouais, c'est bien. Mais tu viens parce que t'as un spectacle qui s'appelle. Killing Joke. Alors les fans de comics apprécieront. Oui, Parce qu'on est effectivement. sur nos lives, là on peut en parler. Je Ah, pense bah que voilà. là dans ta promo, personne t'a parlé du titre. Une fois Ah bon un mec sur France Bleu, bizarrement. France Bleu. Ouais, France Bleu, bah je sais pas, il avait des références comme quoi on peut aussi être Oui, sur France Bleu non, mais oui. et aimer la BD. Oui, oui. Donc oui, c'est une référence à forcément un album de Batman. Ah, Superman. Et voilà, Superman, donc ça parle de la kryptonite. Tout simplement. La première fois où Clark Kent est devenu Peter T'es un peu Parker. fan du Joker. Oui, assez. Ah, c'est. Assez. Et dans cet album-là, justement, on apprend, dans cette version-là, en fait, que le Joker était avant un mec qui faisait aussi du stand-up, et pour qui ça s'est pas très bien passé, et ça l'a emmené vers un versant qui l'a rendu un tout petit peu crispé au niveau du rectus. Voilà, c'est une des versions, et donc je trouvais que cette référence était intéressante. Un, parce que c'est un album qui m'a beaucoup marqué à un moment de ma vie. Killing Joke, c'est aussi un groupe de musique qui m'a beaucoup plu pendant mon adolescence, donc double référence. Et triple référence, la blague qui tue, je trouvais que c'était cohérent pour mon spectacle qui parle de pâtisserie. C'est pas vrai, j'ai vu le spectacle, à aucun moment tu parles de pâtisserie. Non, je crois pas. Il y a Mais même pas. comme je fais de l'impro, des fois j'en À un parle. moment il y a de partout, Ouais, c'est vrai. mais. Mais on dit pas tout. Non, Parce qu'elle on est dit- particulière. Voilà, bon attends, on en parle après D'accord. la critique du jeu. Le jeu c'est. Le je sais. Ah, c'est en dessous pourquoi on est là? Non, Life is Strange. Ah putain, mais oui, Life is Strange, tout à fait. Épisode 1. J'ai vraiment le rond vert pour de vrai là. Ah mais oui, dans après la c'est rétine, l'enfer. c'est incroyable. C'est l'enfer. Ton, Moi, tu regardes ton partout, métier est c'est- très dangereux. C'est dangereux. Dans le jeu vidéo comme à peu près partout ailleurs, le marché est traversé par des tendances qui vont et qui viennent. Depuis 2012 et la sortie de The Walking Dead par Telltale Games, on a ainsi vu émerger la mode des jeux au découpage épisodique. Pour le studio américain, il ne s'agissait certes pas d'un coup d'essai. Mais c'est bien avec les mésaventures de la petite Clémentine qu'il a définitivement imposé ce format auprès des joueurs et de l'industrie. Car s'il reste le dépositaire et principal pourvoyeur du genre, avec ses nombreuses séries, il a incontestablement aussi fait des émules. Pour ne prendre que 2 exemples, rappelons que Capcom a adapté Resident Evil Revelations 2 au modèle feuilleton, pendant que Square Enix prenait en charge le financement de Life is Strange, la dernière production des Parisiens de Dontnod Entertainment. Told him the truth. A student had a gun. Et c'est justement le premier des 5 épisodes de cette nouvelle franchise qui nous intéresse aujourd'hui. He's a good guy. A geek like me. Life is Strange nous met dans la peau de Max Caulfield, une adolescente qui, après 5 années d'absence, revient à Arcadia Bay, un patelin fictif de l'Oregon. Un retour au bercail motivé principalement par un cours de photographie, I believe Max has taken what you kids call a selfie. mais qui va se montrer bien plus mouvementé que prévu. Graphic tradition. C'est en assistant à l'agression de Chloé, son ancienne BFF perdue de vue, que Max va en effet se découvrir le pouvoir de remonter dans le temps. Et parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, son quotidien de jeune étudiante va logiquement se retrouver bouleversé. It's time to be an everyday hero. Si ce premier épisode sert principalement à planter le décor, on sait en effet que Max sera particulièrement occupé dans les prochains épisodes, entre l'enquête sur la disparition de Rachel Amber, une amie de Chloé, It looks like she's been gone for months. et l'arrivée sur la ville d'une mystérieuse tornade. The tornado is headed straight for the town. Life is Strange semble réserver son lot de surprises. S'il est impossible de savoir si le scénario sera à la hauteur, on peut néanmoins saluer le travail accompli par les développeurs pour nous immerger dans leur production. When a door closes, a window opens. La mise en scène est efficace, les personnages, bien que répondant à des clichés, sont tous crédibles, les textures peintes à la main apportent un vrai charme visuel, la bande-son indie folk est parfaitement dans le ton, et on apprécie aussi cette volonté qu'a Dontnod de développer un vrai univers. Les décors regorgent d'éléments qui permettent d'en apprendre plus sur les différents personnages. Le journal de Max, comme les échanges de SMS, donnent une idée plus claire de ses sentiments et des relations qu'elle entretient avec ses camarades. Bref, le background a été travaillé et ça promet pour la suite. From Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. Vous l'avez sans doute remarqué, Life is Strange est un jeu d'aventure dont les aspirations sont essentiellement narratives. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il soit constitué en majorité de dialogues et à ce que les réponses données par le joueur aient un impact sur la suite des événements. Et parce qu'il faut bien répondre à tous les codes du genre, il propose même quelques énigmes qui s'intègrent, pour le coup, assez naturellement dans le flot de l'histoire. What the hell?
Are you kidding? En termes de mécanique et de progression, Life is Strange ressemble énormément à ce que peut produire Telltale Games, les QTE moisis en moins. Juliet Mason. L'autre différence vient du pouvoir de Max, qui peut donc remonter le temps pour arranger les choses à sa sauce. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. À moins d'avoir passé un checkpoint, souvent positionné à un changement de zone, le rewind lui permet en effet de revenir sur ce qui a déjà été accompli. Que ce soit sur une décision, sur des paroles qu'elle a pu tenir, The Daguerrean process. ou pour se donner le temps d'agir et de réagir. If I can reverse time again, I can help her. Le jeu se montre à ce titre assez transparent, puisqu'une icône en forme de bulle apparaît à l'écran pour signaler qu'une option de dialogue a été ajoutée sur la base de ce que l'héroïne a entendu. Tandis qu'un papillon indique qu'un événement aura des répercussions sur la suite de l'aventure. What if I had stepped up to help? Le joueur peut ainsi modeler son expérience comme bon lui semble, But no cigar. même s'il faut garder en tête qu'une issue qui semble bonne sur le moment ne l'est pas forcément sur le long terme, No fucking You okay, way. Victoria? certaines conséquences n'apparaissant que dans les prochains épisodes. Une sorte d'effet papillon qui a pour but de le faire agir de manière sincère afin qu'il soit le plus à l'aise possible face à des événements qu'il aura indirectement provoqués. That's an awesome cashmere coat. It was. My dad, you, and Rachel, gone. Même s'il ne dépasse pas les 2 petites heures de jeu, ce premier épisode de Life is Strange fait ce qu'on attendait de lui, à savoir donner envie de découvrir la suite. L'univers est là, l'ambiance nostalgique est particulièrement léchée, et la mécanique de rewind semble avoir été intelligemment implémentée. Entre les promesses de répercussions sur le long terme côté moral I have to think about my own future. et les possibilités qu'il ouvre pour les puzzles côté ludique, le rewind a en effet de quoi rendre optimiste pour la suite. Yes! Les joueurs un peu lassés des grosses ficelles employées par Telltale Games apprécieront aussi le côté plus posé, ainsi que ses choix définitivement ancrés dans le quotidien de chacun. Bref, la mise en place se fait en douceur mais se fait bien, et l'on n'attend plus que la suite, sachant qu'elle devrait paraître à un rythme régulier toutes les 6 semaines environ. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Comme un aimant, NTM, IAM peut-être. IAM, je sais pas. Ah, je sais pas. Comme un aimant. Un groupe de Ouais, métal. je sais pas. Aiguisé comme une lame, Pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme, puissant comme un fusil d'assaut. Voilà, ça c'est dans le spectacle. Ouais, Non. c'est un vrai titre d'ACDC qui m'a marqué aussi pendant toute mon adolescence. C'est pour ça que j'en parle. Donc, le spectacle. Oui, Il est tout nouveau. tout nouveau, c'est que du neuf. Tu as commencé il y a pas longtemps. J'ai commencé et ma janvier première, ouais, le 7. Le 7. Donc là, c'était ma deuxième la semaine dernière. Alors, de quoi ça parle? Voilà. Parce que toi, t'es plus dans le stand-up, on va dire. Ouais. Tu dis ça pourquoi avec les points qui frétillent? Non, parce que je faisais du Diabolo comme ok. dans ta partout. C'est vrai. Oh, tu fais des spoils. Arrête de spoiler, les gens après ils vont plus vouloir venir. Pardon. De quoi ça parle? C'est toujours compliqué dans un spectacle de dire de quoi ça parle. La Bah, preuve, tu l'as vu. surtout que là, bah oui, alors il y a. Le fil conducteur, c'est ta vie. Tout à fait. Alors que dans l'autre spectacle, même si tu parlais de ta vie, j'ai l'impression que c'était moins présent. Ouais, c'est un peu moins présent, mais parce que je pense aussi que j'avais envie de parler d'autres choses, et puis que là, avec le fil du temps, puis à force de jouer, t'as aussi envie de te livrer un petit peu plus. Donc tu racontes des expériences un peu Ton plus enfance, personnelles. déjà. Ouais, c'est vrai. On apprend sur ton enfance. Mon enfance, mon éducation, le fait que j'ai été élevé par mes grands-parents entre autres, et puis 2-3 trucs qui ont fait aussi mon parcours, mais il y a aussi plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ça, tels que des chevreuils et un dinosaure bègue. Parce qu'il faut savoir que Dedo aime un petit peu l'absurde. Oui, tout à fait, tout à fait. N'est-ce pas, hein? Ah bah oui, moi je suis vraiment, à la base c'est ça en fait, je suis vraiment incroyablement dingue des Monty Python, d'un humour un peu british plus qu'hexagonal on va dire, même si par exemple Francis Blanche était très dans l'absurde à une période. C'est vrai. Pour les gens qui ont plus de 80 ans ou qui aiment aller sur Wikipédia, allez voir Francis Blanche, il a fait des trucs vraiment très très bien, mais on parlait d'une grande période Harakiri et tout ça. Mais c'est vrai que l'absurde en France maintenant c'est un peu moins le cas. C'est un peu plus compliqué. Et c'est très compliqué pour les humoristes d'aujourd'hui qui sont. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je croise des gens qui aiment faire rire, ils font ah les Anglais, ah l'humour absurde. Et dès que tu vas dans des télés ou des trucs comme ça, tu fais alors ils font non. Bah ouais non mais c'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Mais parce que je pense que culturellement en fait en France on n'est pas très porté vers l'humour absurde. Ou Ouais. alors c'est vraiment une petite niche malheureusement. Non, on est plus dans le vulgaire. Bah ouais. Pas forcément je pense, mais en tout cas on n'est pas dans ces deux bretelles qui vont au marché. Ça vraiment, ça les gens détestent, Et alors que moi ça me fait rire. Et elle croise une ceinture. Ouais, et la ceinture lui dit
Bah rien, parce qu'en fait elle a une boucle. Et Ouais, du coup, ouais, comme elle elle a la pas de boucle. lèvres, Elle la c'est boucle. compliqué. Ouais, ouais. Ah non, alors voilà, c'est à cause de ce genre de truc. La boucle, Ah non, elle la jeu de boucle. mots. Là, Allez, on est dans jeu les de mots mots. français Ah dangereux. non. Ah oui. Ça, il faut pas tomber là-dedans. Donc moi, il y aura pas de Ce truc sketch comme ça. n'est pas dans le spectacle. Non, ce sketch est dans le spectacle de Michel Leb en 89. Et regarde pourquoi on est là. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Oh, je sais pas ce que j'ai la patate aujourd'hui là. J'ai l'impression qu'on va cartonner. Tu m'étonnes. Mais donc ça change, on dirait que vous avez mangé du lion au petit déjeuner. Plus jamais. Non, je te déconseille. Même quand tu l'as chassé toi-même, le lion, ça reste dégueulasse. Bref, on va pas se le cacher, vous avez pas été particulièrement bon ces dernières semaines. Sauf toi, Hervé. Ah. T'as été comme d'habitude. Et sauf toi aussi, Charlotte. Alors, ça me fait pas particulièrement plaisir, mais effectivement, Santa Barbarian, bon, ben, c'était inspiré, c'était frais, c'était novateur. Et puis, surtout, ça ouvre des portes à l'international. Et ça, j'adore, Charlotte. Ok, donc vous avez compris, il nous faut que des idées comme ça maintenant. On s'y met? Allez. T'as ratatouille. Ok, Hervé, pourquoi pas. Laisse-moi juste en parler avec mon collègue ici présent. Ah, c'est non, désolé. Je comprends évidemment rien à ce que vous avez dit, mais dans le doute, Norbert et Batman, le défi. Eh ben, écoute-moi bien, Marion. Dans le doute, dis-toi que t'es la meilleure. Norbert et Batman le défi. Tout le monde, là. Tout le monde. Norbert et Batman le défi. Alors Norbert, moi j'aimerais bien qu'aujourd'hui tu m'apprennes à faire un repas pas cher et pour beaucoup de monde parce que je reçois beaucoup de gens à la maison, donc j'aimerais bien que tu m'apprennes à faire ça aujourd'hui s'il te plaît. Ok, bah j'ai exactement ce qu'il te faut. On va partir sur des petites saucisses melon, si tu vois ce que je veux dire. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais dire camion, s'il te plaît? Camion? Ta gueule. Batman? Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu fais ça? J'ai rien T'énerves tout le fait. monde. Elle dit camion, je fais poète-poète. T'énerves tout le monde. Pourquoi tu fais ça? C'est pas moi, on m'a demandé de le faire. Qui t'a demandé? Je sais pas, Ah non. je peux pas le dire. Donne-moi un nom. C'est la prod, c'est Laurent de la prod. Dis Batmobile. Dis Batmobile. Non. Dis Batmobile. Batmobile. Poète. Alors tu vois, moi, pour la julienne de légumes, j'utilise un batarangue. Tout est ouvert. Non, Alex nous dit qu'est-ce que l'humour absurde? Nous, on répond. D'accord. Moi, dernièrement, j'ai rencontré un fan qui est fan de Karate Boy. Ouais. Et Karate Boy, dans l'absurde, je pense qu'on est, Ah, on est pas mal. On est pas mal. Et il me ressort une phrase du maître qu'il connaissait par cœur et que moi j'avais oublié, mais que j'avais écrit en plus. Il dit oui, c'est génial, c'est quand tu dis, alors je me rappelle plus la phrase vraiment, mais c'était, tu comprends, si je te dis une chose et que je te dis son contraire, c'est comme la poule. Oui, c'est vrai, ça marche. Et, Ça, puis, c'est... et voilà, et là il était mort de rire et je lui dis oui, il me dit c'est vraiment absurde. Je fais oui mais non, parce que pour moi quand je l'ai écrit, c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule. Ah oui. Donc du coup, c'est absurde, tu dis que la phrase elle est débile et ça te fait rire, mais je pense qu'aussi le fait est que c'est de l'absurde réfléchi et que ça fait plus rire. Parce que la poule paraît logique à la fin de la phrase, alors que normalement c'est pas logique. Mais est-ce que tu penses que pour toi, si tu mets de la logique dans l'absurde, ça va être plus marrant que de l'absurde pur? Moi, je pense que l'absurde pur a une logique. Sinon, c'est pas drôle. Parce que si tu dis... C'est pas vrai. Un poney qui fait du surf, c'est drôle. Il a pas besoin d'expliquer pourquoi il est là. Oui, mais s'il explique que, en fait, il a vu Point Break quand il était petit et qu'après il s'est mis au surf, je trouve ça moins fort que juste un poney qui fait du surf, cut. Ouais, mais je suis pas d'accord parce qu'il y a des trucs absurdes que les gens vont toujours te sortir. Il y a des trucs qui reviennent tout le temps. C'est comme la marmotte, elle met le truc. Il y a des trucs qui reviennent tout le temps qui sont censés absurdes. C'est pas vraiment absurde, c'est plus une pub qui a Oui, marqué c'est tout le monde. marqué, ouais. Et puis c'est du chocolat, alors du coup les diabétiques aiment beaucoup. Je suis pas sûr que ça soit vraiment relié à un truc fort qui est absurde pour moi. En tout cas, c'est mon avis. Je resterai en tout cas... Moi, je pense que l'absurde doit être millimétré. Doit être. Ah bon, bah on est dans une dictature. On n'a pas le droit, on est obligé. Donc, alors le mec, si le poney il fait du surf, il a pas le droit de tomber quoi. Il est obligé de faire des 380, de maîtriser, et à la fin de se recoiffer le haut de la crinière. Si le poney il fait du surf et qu'en fait ton poney, dès qu'il monte dessus, il coule, c'est nul. Sauf s'il coule dans de la mousse au chocolat. D'accord. On regarde justement des images du spectacle. Gros sein, multiplié par mec excité,
égale... Oh, moi aussi j'adore Dirty Dancing. La seule raison valable d'attendre un mois de faire l'amour, c'est que la fille a 17 ans et 11 mois. Qui ne saute pas les pacatos? Ouais. Chrétien. Après une carrière dans le porno, tu dois plus être trop la même femme, non? T'imagines faire l'amour avec une actrice de film porno? Ça doit être un peu comme lancer un javelot dans le tunnel du Mont Blanc, quoi. Cancer, cancer, gentille maladie qui te fait maigrir si à Noël tu as grossi. Chimiothérapie fait tes cheveux tomber. C'est vraiment génial, plus besoin de se coiffer. Donc ça, c'est le spectacle que tu es en train de faire en ce moment? Oui, si j'étais en 2011 à peu près. Ah! Mais non, parce qu'en fait, il y a une bascule. En fait, ces images-là, elles sont extraites du DVD, de mon précédent spectacle qui s'appelait Prince des Ténèbres et qui va sortir courant avril. Ah, un spectacle de magie? Non, un spectacle de pâtisserie, car tout le monde le sait, c'est ma petite lubie. Très bien, eh bien, en parlant de pâtisserie, justement, oui. Regardons Metal Missile et Plastic Gun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. La dernière fois, nous avons vu avec un plaisir non dissimulé, en tout cas pour moi, la première partie de Sankukai. Donc nous avions le Liabe, le Sankukai ainsi que la soucoupe de Sidero. Et aujourd'hui, la joie indicible continue puisque nous avons d'un côté le Stragir et puis le Getiscope. Donc nous allons détailler ces deux objets car croyez-moi, ils en valent le détour. Donc vous voyez ici sans équivoque le titre Sankukai et puis le nom français donc de ce vaisseau, le Stragir. De l'autre côté, nous avons ici le Getiscope mais en boîte japonaise ce coup-ci. Comme à l'arrière de la boîte du Sankukai, nous avons un blueprint digne de ce nom, ce coup-là beaucoup plus détaillé, hein, avec vraiment, on voit à l'intérieur du Getiscope, l'intérieur du cockpit, c'est un petit côté high-tech qui donne de la personnalité à l'ensemble, donc c'est très très bien. Donc je vais commencer par le Stragir. Alors le Stragir est le nom français de ce vaisseau, car le nom original, d'ailleurs je n'ai aucun mérite à vous dire ça puisque c'est écrit en énorme dessus, c'est le nom original du vaisseau est le Galaxy Runner. Voilà. Alors voilà le Stragir, un superbe vaisseau avec une superbe ligne, un superbe design. Nous avons ici un train d'atterrissage que nous déployons et deux autres qui sont situés à l'intérieur des tuyères du Stragir que j'ouvre avec précaution. Ici le seul problème c'est que avec le temps bien sûr le blanc a jauni, mais bon mis à part ça le jouet est vraiment en parfait état, il n'est affecté en rien et tout fonctionne dessus comme nous allons le constater. Voilà, alors je pense que vous le voyez ici, nous avons un petit détail sur les commandes du cockpit et une place détaillée pour un pilote. Alors malheureusement je ne possède pas le pilote. Vous avez à l'arrière un bouton qui permet de déployer les ailes du Stragir. Je procède, et voilà. Alors, bien sûr, vous pensez bien que c'est une des choses qui me fait plaisir, ce sont les missiles, car il y en a. Les missiles, les voici. Vous les mettez dans les lance-missiles, ce qui paraît logique. Nous allons voir si tout fonctionne. Oh oh oh, j'entends le déclic béni et annonciateur d'une projection explosive. Nous allons donner pour cible au Stragir la boîte du Getiscope. Je tire, et voilà, des missiles qui fonctionnent. Alors en plus, sorte de cerise sur le gâteau, très là aussi caractéristique des années 80, dans les jouets des séries japonaises, parfois les jouets lançaient des parties que ou l'animé ou le vaisseau live ne lançait pas. Alors ici, vous pouvez lancer la tête du Stragir, voilà. Le Galaxy Runner lance la tête. Dans mon optique, on n'en lance jamais assez. Hein. Il vaut mieux toujours avoir un dernier truc à balancer à la tronche de l'adversaire au moment où il s'y attend pas, sur le coin de la gueule, ça le rendra enclin à de meilleurs sentiments. Ça peut pas faire de mal, enfin si, ça peut faire de mal, mais à lui. Maintenant, nous allons ouvrir la boîte du Getiscope. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure, une boîte aussi qui est fort alléchante puisque sa patine japonaise rajoute de l'impact à tout ça. Donc, on ouvre l'objet. Voilà. De nouveau, contact avec le bruit et le frottement que d'aucuns peuvent trouver désagréable avec le polystyrène, mais qui est quand même annonciateur
annonciateur de ça. Là aussi, je suis vraiment très très content de l'indice de, si je puis dire, de l'indice de conservation du jouet, parce que je pense que de là, vous pouvez le voir, du chrome, des reflets, les vitres ne sont pas rayées, enfin vraiment, il est en très très bon état. Le cockpit, bien sûr, s'ouvre. Et aux exultations suprêmes, ici nous avons le pilote, donc qui est fourni et bon, qui ne présente pas de caractéristiques spéciales. Il semble avoir un casque. Donc voilà le personnage qui campe cet acteur et que vous pouvez mettre aux commandes de son chasseur quand vous le désirez. Ensuite, refermer le cockpit et on est prêt au décollage. Alors le ravissement continue. Nous avons des missiles qui en l'occurrence sont des petits disques. Alors là aussi, il peut s'agir d'une fantaisie des concepteurs, puisque nous le savons dans la série Sankukai, et bien sûr les canons laser sont ici, et il me semble qu'il n'y a pas de missile sur le Getiscope. Donc ces seuls moyens de combat sont les canons laser qu'il y a en tête. Mais ici, nous avons des petits disques. Alors, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Alors, autre caractéristique, c'est précisé sur la notice et je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc il est possible que, éventuellement, il y ait une version film et une version série, à moins que, ou dans le film ou dans la série, il y ait deux utilisations différentes. Mais vous pouvez avoir ce nez-ci au bout du Getiscope. Alors pareil, hein, c'est les années 80 et c'est le Japon. Bam, du missile qui pète la gueule en plus. Et puis, personnellement, c'est la version que je préfère. Parce qu'elle est plus aérodynamique et elle donne vraiment... Ah, ça déchire grave. Et voilà, là on a vraiment une impression d'aérodynamisme accrue avec ce missile pointu là. C'est bien trouvé parce que quand on pense au nom Comet Fire, on a vraiment l'impression du corps du vaisseau en comète et puis un peu des parties ici comme la queue de la comète, comme les corps célestes que laissent les comètes sur leur sillage. Donc c'est vraiment ça aussi une très très grosse réussite au niveau du design. Je suis très content. Je suis au pinacle de la joie. Et voilà. On va tirer le missile pointu pour voir. Bien sûr qu'on peut tirer le missile pointu. Alex veut qu'on tire le missile pointu. Qu'à cela ne tienne. Le missile pointu, le voici. Voilà. Voilà pour cette deuxième partie consacrée aux jouets de cette fantastique série qu'est Sankukai. Et une fois de plus, devant un tel ravissement technologique et ludique, je peux vous affirmer que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Donc, Dedo, le spectacle, je l'ai vu, il y a plein de trucs bien. Moi, je préfère quand tu racontes ta vie. Ouais. Voilà. Et à un moment, alors on va pas tout spoiler. On va pas tout dénuder. C'est bien parce qu'on en a pas, ça dépend, sauf si on fait de l'électricité ou des choses comme ça. Parce que là il vaut mieux dénuder. Voilà, si jamais par exemple tu veux faire... Non, j'allais le dire fil rouge ou le fil vert. Voilà, si c'est le... Voilà, L'Arme Fatale 2. Ouais, c'est ça. Ou alors, comment ça s'appelle le truc avec les militaires? Gremlins. Le bouton rouge sur le fil vert, le fil vert sur le bouton bleu. C'est dans un Walt Disney, ça. Non, c'est les mecs qui les prennent en tenaille, les Allemands. Et ils font la nage de la clé à molette. Ah putain, oui, alors pour de vrai, c'est... Me dis pas. La 7ème compagnie. La 7ème compagnie. Michel Aumont. Ouais. Non, Serrault. Non. Alors, avec ton spectacle, à la fin, à un moment, tu racontes un truc qui s'est réellement passé dans ta vie. Est-ce que tu peux juste amorcer pour que les gens aient envie d'aller voir le spectacle? Oui, mais alors, est-ce que du coup, si je vais que amorcer, c'est un peu bizarre. Alors, je vais faire un tout début d'amorce et de désamorçage, c'est-à-dire, je vais mettre un fil et le retirer au dernier moment, juste avant qu'il étincelle. En fait, dans mon spectacle, je raconte donc une vraie anecdote qui m'est arrivée. J'ai été un jour accusé d'agression sexuelle. Faussement.
Ah là, t'as des... Bah ouais, parce que sinon les gens, oui. si les gens ont zappé entre temps, du coup ça va me donner du discrédit. Non, parce que normalement, quand tu dis j'ai été accusé d'agression sexuelle, les gens ils zappent pas là. Ouais, c'est ça. Les gens, Ils se ils disent, oui. Faussement. Ah, registre, mais registre. Merde. Ah, non, on peut virer tout ce qu'il y a sur Bon, Freebox. on regarde a le le- droit de dire Freebox France Inter Oh oui. Ouais, c'est ça aussi on peut. Ouais. Non, je sais pas, des mots en F, chercher des mots en F. Oh ouais, femme. Femme, tigre. Non. Enfin, c'est pas en F. Ah oui. Ah oui. Mot de saison. Allez, je vous fais deviner un mot en 2 briques. Soleil levant. Oui, c'est ça, Japon. Maintenant, poésie. Bon, si vous n'avez pas trouvé haïku, c'est soit que vous êtes trompé de chaîne, soit que vous avez besoin d'un sérieux entraînement avant de pouvoir battre Mémé à pyramide. De manière générale, pour la plupart des occidentaux, qui dit poésie japonaise dit forcément haïku. Formellement, on définit le haïku comme un poème japonais bref, sans rime, structuré en 3 segments de 5, 7 et 5 syllabes, ce qui donne un total de 17 syllabes. Prenons au hasard un haïku classique composé par le maître Basho Matsuo en 1684. Harutatsuya, Shinnen Furuki, Kome Gosho. Premier jour de printemps, encore 9 litres de riz de l'an passé. Si on compte les syllabes en japonais, cela donne Harutatsuya Shinnen Furuki Kome Gosho, soit un total de 14 syllabes. Ça marche pas du tout. On va en essayer un autre. Aki Totose, Kaette Edo wo sasu kokyo. 10 automnes déjà. Edo est devenu mon second pays. Ce qui donne Akitotose Kaete Edo Osa Sukokyo. Un total de 15 syllabes. Ok, il y a quelque chose qui cloche. Nous aurait-on menti? Pas vraiment menti, juste un peu trop simplifié le concept. En réalité, contrairement à ce qu'on peut souvent lire ou entendre, un haïku n'est pas composé de 17 syllabes, mais de 17 morts. Rien à voir avec la nuit des morts vivants de Romero ou avec les morts dans le site de Corneille. L'onde s'enfle dessous et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux ports. En linguistique, la mort désigne un son élémentaire émis lors de la phonation et constitue donc une unité phonique plus fine que la syllabe. Par exemple, le mot bar en français, ne me demandez pas pourquoi je pense à ça maintenant, est constitué d'une seule syllabe, mais de 2 morts, ba et r. C'est encore plus simple en japonais puisque la structure même de cette langue est morique. Chaque kana correspond en effet à une mort qui se dit haku en japonais. Sont notamment considérés comme des morts la coda nasale et le petit tsu qui permet de doubler ou géminer les consonnes. Voilà pourquoi le mot nippon contient bien 2 syllabes, nippon, mais 4 morts qui correspondent chacune à un kana. Même chose pour les kanas a, i, u et o lorsqu'ils notent un allongement vocalique. Les mots ka-san, sensei, dobutsu, ne-san, osaka ont un nombre de syllabes différents, 2 ou 3, mais se transcrivent tous par 4 kanas et comportent donc 4 morts. Attention, cela ne fonctionne pas en revanche pour les petits ya, yu, yo lorsqu'ils accompagnent un kana pour noter une palatalisation. Kya, kyu, kyo, gya, gyu, gyo, etc. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait trop simple et donc pas drôle. Vérifions que vous avez compris. Le mot gyoza contient 2 syllabes, gyoza, 4 kanas, mais seulement 3 morts, puisque le petit o ne compte pas. À ce stade de l'émission, 3 possibilités. Soit vous avez zappé, soit votre boîte crânienne a explosé et j'ai contribué à l'évolution positive de l'espèce, soit vous êtes devenus des pros de la mort. À cette dernière catégorie de spectateurs, je propose de reprendre le premier haïku de Basho et de le transcrire en hiragana, et donc en mort. Harutatsuya shinnen furuki kome gosho. Nous obtenons un parfait alignement de 5, 7 et 5 morts, soit 17 morts. Même chose avec le second haïku. Akitotose kaetsute edo o sasu kokyo.
Ô miracle, nous venons non seulement de tordre le cou à la présupposée structure syllabique du haïku, mais en plus, nous avons la confirmation que Basho et ses contemporains savaient compter jusqu'à 17. Ha! Quel rapport, me direz-vous, avec le thème de notre émission, le Kigo? Aucun pour l'instant, mais j'y viens. Le haïku n'est pas né ex nihilo. Il provient de formes poétiques beaucoup plus anciennes qui ont déterminé sa structure et ses règles de composition. L'ancêtre le plus prestigieux du haïku est sans doute le tanka, une des formes de poésie waka qui est probablement née à la fin du 7e siècle et s'est développée pendant la période Heian, entre 794 et 1185. On trouve ainsi 4207 tanka dans le Manyoshu, le recueil des 10 000 feuilles, première anthologie de poésie en langue japonaise, compilée dans la seconde moitié du 8e siècle. Le tanka est un poème chanté de 31 morts, disposé en deux parties. Un tercé, appelé kaminoku, est structuré en 5, 7 et 5 morts, cela devrait vaguement vous rappeler quelque chose, suivi d'un distique, appelé shimonoku, structuré en 7 et 7 morts. Il était particulièrement apprécié à la cour impériale et strictement réservé à l'aristocratie. Œuvre individuelle, souvent composée lors de concours, le tanka a peu à peu évolué vers une œuvre à plusieurs voix, le renga. Ce poème collectif, né d'un échange entre plusieurs poètes, était soumis à de nombreuses règles de politesse et de bienséance. La composition du hokku, la première strophe de 5, 7 et 5 morts, est confiée à l'invité d'honneur, le kyaku, généralement un poète reconnu. La seconde strophe de 7 et 7 morts, le waki, est écrite par l'organisateur du renga, le shōshō, qui n'a pas la langue bleue. Chaque poète rédige ensuite une strophe en respectant l'alternance de 17 et 14 morts jusqu'à l'ageku, la strophe finale également réservée au shōshō. Le format le plus populaire est le kasen, un renga de 36 strophes en référence aux 36 grands poètes. Mais la séquence peut exceptionnellement atteindre 1000 strophes avec le senku. Entre le 14e et le 16e siècle, pendant la période Muromachi, le renga est à la mode. Deux genres se côtoient. D'une part, le ushin renga ou renga sérieux. De pure tradition, il est écrit dans l'esprit du tanka classique et n'autorise qu'un vocabulaire extrêmement raffiné. C'est un genre réservé à l'élite, à la cour, et interdit aux personnes de rang inférieur, même talentueuses. D'autre part, le haikai no renga ou renga divertissant. Moins formaliste, puisqu'il utilise des mots courants ou familiers, il est pratiqué par la petite noblesse, les prêtres shinto, les moines bouddhistes, les savants lettrés, les médecins, etc. Son nom a été peu à peu abrégé en haikai. Une grande importance est accordée à la première strophe du haikai, le hokku, parce qu'elle n'est pas liée à celle qui la précède et possède donc une existence propre. Certains poètes ont donc commencé à écrire des hokku en dehors des séances d'écriture, afin d'en avoir en réserve pour un usage ultérieur. Cette pratique a été entérinée au XVIIe siècle, dans la période Edo, par le grand maître Basho Matsuo, dont nous avons déjà évoqué quelques œuvres. C'est seulement à la fin du XIXe siècle, pendant l'ère Meiji, que le hokku est finalement complètement dissocié du haikai par le poète Masaoka Shiki et devient une forme de poésie indépendante. Shiki invente alors le terme haïku en contractant les mots haikai et hokku. Voilà, si votre cervelle ne s'est pas liquéfiée et ne s'écoule pas par vos oreilles, vous êtes devenus des spécialistes sur l'origine du haïku et vous pourrez briller lors de votre prochain dîner mondain. Quel rapport avec le kigo? J'y viens. Vraiment. Au XIIIe siècle, on a élaboré de nombreuses règles concernant la composition des poèmes tanka ou renga. L'une d'entre elles spécifiait que la première strophe, le hokku, devait obligatoirement contenir un kigo, c'est-à-dire un mot faisant référence à la saison pendant laquelle le poème était écrit. Cette règle s'est naturellement transmise aux haïkus, qui contiennent généralement un mot de saison dès le premier vers. Aujourd'hui encore, les haijin, les poètes qui composent les haïkus, utilisent des saijiki, c'est-à-dire des dictionnaires qui compilent tous les kigo classés par saison et par thème. Reprenons par exemple nos deux haïkus de Basho Matsuo. Il est facile d'y retrouver le kigo puisqu'il s'agit ici du nom de la saison elle-même, haru, le printemps, et aki, l'automne. Mais la plupart du temps, le kigo est un mot dont le pouvoir évocateur est suffisamment fort pour suggérer la saison et faire naître à lui seul l'image poétique. Le printemps, par exemple, peut être évoqué par le rossignol, l'alouette, les grenouilles, ou bien entendu les fleurs de prunier ou de cerisier, comme dans ce haïku moderne de Nishikawa Goro. Hanafubuki, soushin ni abite, oikirenu. Le tourbillon de pétales enveloppe mon corps. Je ne veux pas encore vieillir. L'été, quant à lui, peut être entre autres suggéré par les cigales, les lucioles, les iris, ou tout ce qui se rapporte à la chaleur. Un exemple amusant dans ce haïku de Basho. Ase no ka ni, koromo furuhan gyoshado. Parmi les odeurs de sueur, j'ose agiter la transpiration de mes vêtements,
temple d'entraînement. Ici, c'est bien le mot assez, transpiration, qui sert de mot de saison. L'automne peut être évoqué par de nombreux kigo. La couleur des feuilles, momiji, les poires, les raisins, la récolte du riz, ou encore la lune et la voie lactée, particulièrement visibles en cette saison au Japon. Ce haïku automnal de Basho est intéressant. Izayoi no izureka kesa ni nokoru kiku. Quel est le plus admirable? La lune dans sa 16e nuit ou les chrysanthèmes subsistant ce matin? En effet, on peut y noter un double kigo, avec l'association de la lune de la 16e nuit, Izayoi, la nuit qui suit la pleine lune, et du chrysanthème, Kiku, qui fleurit à l'automne. Normalement, maintenant, vous devriez avoir compris le concept et ne pas avoir trop de mal à trouver vous-même le kigo dans les traductions de ces 4 haïkus hivernaux. Alors, bien sûr, je ne vous ai pas mis de haïku avec le mot neige, glace ou froid, parce que sinon ça serait trop simple et donc pas drôle. Si vous avez trouvé brasero, branche morte, couverture ouatée et soupe au fugu, poisson qui se pêche surtout en hiver, c'est non seulement que vous êtes devenus des pros du kigo, mais qu'en plus vous avez survécu au premier numéro de Mots de saison. Une émission qui ne parlera pas forcément de littérature japonaise et n'aura généralement aucun rapport avec les saisons. Logique. Initions un petit rituel et quittons-nous en poésie avec un muki haïku, histoire de changer un peu. Ce genre libre s'est surtout développé à partir du XXe siècle et n'est pas reconnu par les puristes. Non seulement parce qu'il ne fait pas forcément 17 morts, mais surtout parce qu'il ne contient pas de kigo. C'est un haïku sans saison. Eh oui, ça existe aussi. Parce que sinon ça serait pas drôle. Nani mo nai, poketto ni te ga aru. Il n'y a rien dans mes poches, rien que mes mains. Voilà, cette émission se termine donc. Dedo, tu es tous les jeudis au feu de la rampe. Pas les mains en l'air, mais tous les jeudis au feu de la rampe à 20h. Il n'y a pas besoin on se fait pas braquer. J'ai oublié l'heure. Voilà, et c'est Biréduc, tout ça. Biréduc, Fnac, tout ce que vous voulez. Mais c'est avant tout tous les jeudis 20h au feu de la rampe. Voilà. Tout le mois de janvier, tout le mois de janvier, février, mars. Voilà. Ok. C'est pendant 3 mois. Donc vous avez le temps, mais pas trop mais non quand plus. même, parce que c'est qu'une fois par semaine. Voilà. Donc parce que si tu dis, parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent ah je voulais aller voir le spectacle, puis après je pouvais pas là, puis en fait je l'ai pas vu. Et ils l'ont pas vu. Non. Et voilà. Alors que là, si vous venez, vous l'aurez vu. Et ça vaut le coup parce que moi je l'ai vu et j'ai ri. Alors, ouais. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, sinon ils m'auraient pas invité. Et pourtant j'étais en forte dépression. Oui, c'est vrai aussi. Ça t'en as déjà parlé aux gens? Non, pas encore. Ah d'accord, un jour ils vous en parlent. Tu sais, je les protège un peu, je leur dis pas que... Bon, allez, à bientôt, à très vite. Que je bouffe vraiment des cachetons à tour de bras. Ouais, beaucoup, mais c'est toi qui relance l'industrie pharmaceutique. Ah bah, ça c'est sûr. Les Suisses ils m'aiment beaucoup. Ouais, je reçois des mails. Et les fabricants. Enlargure pénis, ils me disent, ok. Mais tu l'as... Ah bah il est déjà trop.